Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau de Dialogue. Chaque semaine, un enjeu social et culturel de grande importance. Cette semaine, après la COP 21, le traité de Paris de décembre 2015, est-ce trop peu, est-ce trop tard? Nous avons invité pour répondre à cette question deux experts. La première, Véronique Gauthier, qui est une militante écologique de très longue date, très fidèle à sa cause et très compétente, mais aussi, vous le découvrirez avec nous, une figure incontournable de l'écologie québécoise. Bonne émission. Stephen Guilbeault est partout, là où il faut intervenir pour la cause de l'environnement. À Équiterre, dont il est membre fondateur et directeur, à Greenpeace, où il a milité et travaillé pendant 10 ans, dans les médias, les universités et toutes les tribunes où il peut porter sa bonne parole. Fin 2015, il a participé à Paris à la COP 21, jouant en coulisses un rôle important. Il en est revenu à la fois plus optimiste et plus prudent. Stephen Guilbeault, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Dialogue. Merci à vous. Donc, vous êtes revenu de Paris avec des accents, je ne dirais pas triomphalistes en ce qui vous concerne. Vous êtes un gars modeste et efficace, mais vous avez qualifié quand même l'accord d'historique, mon Dieu. Oui, certainement. Si on retourne dans le temps un peu, la dernière fois où la communauté internationale s'est entendue sur la question du climat, donc où il y a eu un accord de signer, c'était à Kyoto en 1997, il y a presque 20 ans. Alors depuis 20 ans, les négociations internationales, pour toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises, ont été un peu sur le respirateur artificiel. Et là, on ressort de Paris vraiment énergisé. Tout le monde est d'accord sur à peu près tout. Et là où il y a des divergences, on s'entend pour les mettre de côté et on avance. On ne réalise pas toujours la complexité de ça, là, mais imaginez, il y a 195 pays autour de la table. Quand on en parle dans les médias, on parle de 2, 3 enjeux de négociation, mais dans les faits, il y en a une trentaine, une quarantaine des enjeux de négociation, parce que c'est le commerce international, c'est l'aide au développement, c'est les transferts de technologie, l'adaptation au changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un ensemble d'enjeux excessivement complexes. Parfois, on a de la misère à la maison à s'entendre sur ce qu'on va manger pour souper. Et là, il faut décider du sort de la planète à 195 autour d'une table. C'est complexe. Alors, le fait de sortir de quitter Paris avec une entente, et une entente qui a ses forces, mais aussi ses faiblesses, oui. En soi, ça relève de l'exploit. C'est ça. Surtout que plus on approche de 190, 191, les 5 derniers qui résistent, ceux-là, ils ont un sacré levier pour faire foirer tout ça. Bien. J'ai vu, donc, vous faisiez partie de la délégation canadienne. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage par rapport à ça? Oui. Le Canada avait une tradition. Il y a quelques pays dans le monde qui vont inviter des représentants de la société civile, des Premières Nations, même parfois du secteur privé, à faire partie de leur délégation. Ça se fait à la conférence sur les changements climatiques. Ça se fait dans d'autres forums de l'ONU aussi. Ce n'est pas tous les pays qui font ça. Il y en a quelques-uns. Je dis le Canada avait parce que sous les conservateurs, ça ne se faisait plus, évidemment. Mais avec la conférence de Paris, le gouvernement de M. Trudeau a décidé de ramener cette tradition-là. Alors, j'ai été choisi comme l'un des représentants de la société civile canadienne. Donc, mon rôle est de conseiller le gouvernement fédéral, la ministre McKenna, M. Dion qui était là aussi pendant quelques jours, les membres de la délégation, et pour leur donner un son de cloche différent de celui qu'ils auraient des négociateurs. Oui, ça me permet d'ailleurs là aussi de faire preuve de modestie parce que l'accord, on a parlé de 2 degrés, puis on a parlé d'1,5. Vous avez joué un rôle là-dedans d'ailleurs. Et on pouvait croire de loin que le Canada courait après le succès en étant un peu démagogue, mais c'est pas ça. L'enjeu était très important. Oui. Hein? Je pense qu'il y a de la part du nouveau gouvernement à Ottawa une grande sincérité quant à la poursuite d'objectifs de lutte au changement climatique.
Est-ce qu'il n'y a pas un calcul électoral? Est-ce qu'il n'y a pas aussi les médias? Bien sûr, mais pour en avoir discuté avec M. Trudeau, on le sait, là, Stéphane Dion, qui est quand même un des ministres très importants au sein de ce cabinet-là, a été ministre de l'Environnement. L'un de ses conseillers principaux, conseiller senior, est un homme qui a suivi les négociations internationales depuis 1995 sur les changements climatiques. Oui, il a été patron de Copenhague et l'échec de Copenhague. En fait, M. Dion avait été président de la conférence de Montréal en 2005. C'est ça. Okay. Alors, quelqu'un qui connaît très, très bien ce dossier-là. Alors, le Canada a joué un rôle très important pour que, effectivement, dans l'accord de Paris, on fasse référence non seulement au fait qu'il faut limiter les augmentations de température à 2 degrés Celsius, sous la barre des 2 degrés Celsius, mais même viser 1,5 degrés Celsius. Et Mme McKenna a joué un rôle de premier plan. Est-ce qu'on a réussi à l'influencer de façon positive dans ce sens-là? Je pense que oui. Mais bon, est-ce qu'elle l'aurait fait de toute façon? Expliquez-nous la différence. Ce demi-degré est très important. Oui, tout à fait. Alors, depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne de la planète a augmenté d'environ 1 degré Celsius. Dans les derniers rapports des scientifiques des Nations unies sur le climat, on nous dit que si on devait dépasser la barre du 2 degrés Celsius d'augmentation de température par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle, on va perdre le contrôle. Les bouleversements climatiques vont devenir, on parle de catastrophiques, hors de contrôle, coût pour les populations, l'économie, l'écosystème mondial, très, très, très important. Alors, c'est à Copenhague, d'ailleurs, où pour la première fois, le politique dit, bon, ben nous, on reconnaît cette éco-limite-là de 2 degrés Celsius. Alors, c'est dans l'accord de Copenhague. L'accord de Copenhague qui n'a, contrairement à Paris, aucun mécanisme. Ça tient sur 2 pages. On a parlé d'un échec à Copenhague. Probablement que la seule bonne chose qui est sortie de Copenhague, c'est cette entente politique-là sur le fait de tenter de limiter les augmentations de température à 2 degrés. Mais à Copenhague, on ne se donne aucun moyen pour atteindre ça, alors qu'à Paris, on met en place un échéancier, un certain nombre de mécanismes pour faire ça. Est-ce qu'il y a des garanties? Non, il n'y a pas de garantie. Mais au moins, il y a un plan de match. Or, à 2 degrés Celsius, c'est pour plusieurs populations humaines, animales, végétales, c'est quasiment la disparition. C'est la disparition. Plusieurs petits pays insulaires, on peut penser aux îles Caraïbes, des îles dans le Pacifique. À 2 degrés Celsius, le niveau de la mer va augmenter de plus d'1 mètre. Déjà, aujourd'hui, certains de ces pays-là commencent à négocier la relocalisation de leur population parce que ces pays-là deviennent invivables. Toutes les Inuits qui vivent dans le nord du Québec, dans le nord canadien, à 2 degrés Celsius, il faut les déplacer parce que le pergélisol va fondre et toutes les infrastructures là-bas sont construites sur le pergélisol. Les routes, les maisons, les pistes d'atterrissage pour le ravitaillement, ce sera impossible. Alors, on les déménage où, ces gens-là? Qu'est-ce que ça représente pour leur mode de vie traditionnel? On les ramène au sud, on les déracine. Alors, les scientifiques nous disent, pour limiter le plus possible le réchauffement et les impacts du réchauffement, il faut tendre vers 1,5 degré Celsius. Ce sera très difficile. Nous sommes déjà rendus à 1 degré Celsius. On va dépasser cette année, fort probablement, la barre du degré. Alors, notre marge de manœuvre, elle est très limitée. Mais bon, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer. OK. Vous disiez tout à l'heure, à propos des Inuits, où reloge-t-on ces gens-là, les insulaires aussi? Mais je vais me faire l'avocat du diable. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu d'autres migrations liées à des phénomènes aussi de climat. L'humanité a fini par se retrouver à un certain équilibre. Pourquoi cette fois-ci, ça serait vraiment si grave que ça? Parce que pour la première fois dans l'histoire de la planète, ces bouleversements-là ne sont pas d'ordre naturel, mais ils sont provoqués par l'activité humaine. Alors, c'est la première fois qu'une espèce animale, l'humain, est capable de provoquer des changements comme ça à l'échelle de la planète et en l'espace de quelques décennies. Alors, vous avez raison, des changements climatiques, il y en a eu, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais l'activité humaine, maintenant, provoque des changements très, très, très importants et sur des espaces de temps très restreints. Alors, par exemple,
une ère glaciaire, bien, on a des aires glaciaires à peu près tous les 100 000 ans. Donc, après 50 000 ans, après la fin d'une ère glaciaire, autour de 50 000 ans, bien là, ça s'est réchauffé. Là, ça commence à se refroidir. Mais ces périodes de temps-là, ce sont des millénaires. Okay. Alors que nous provoquons des changements en l'espace de quelques décennies, ce qui fait en sorte que pour des écosystèmes, pour des espèces animales et pour des populations humaines, il sera très, très, très difficile de s'adapter. Les changements vont être tellement rapides que les mouvements migratoires vont être très brusques et très importants. Et d'ailleurs, la crise humanitaire qu'on voit présentement en Syrie et ce qui se passe en Europe n'est pas sans lien avec ce qui se passe au niveau climatique. Okay. Alors, le conflit en Syrie a commencé un peu après 2011, alors que le pays a fait face à l'une de ses pires famines, une grande sécheresse qui a mené à une famine, beaucoup de gens qui ont dû quitter la campagne pour arriver en ville, des gens qui ne travaillent pas, qui sont sans revenus. Il y avait déjà des problèmes. Le régime Assad était déjà critiqué. Alors, est-ce que je suis en train de dire que le conflit en Syrie, c'est les changements climatiques? Non. Mais il y a une composante climatique. On voit la même chose au Sud-Soudan, par exemple. Le conflit est en partie dû au fait qu'il y a des raisons ethniques, mais aussi on se fait compétition pour avoir accès à des terres de pâturage qui se font de plus en plus rares. On voit la même chose au Nigeria, on voit la même chose au Kenya. Alors, les changements climatiques vont provoquer des conflits et le font déjà ou vont être en partie une composante de conflits qui vont mener à toutes sortes de problèmes géopolitiques un peu partout sur la planète. Alors, je vais vous poser évidemment la question à au moins 3 000 $, même plus que ça. Je pense en ce moment à mon père, qui était un ingénieur et qui, à la sortie de la guerre, il fallait reconstruire, il fallait que les mines de charbon se roulent à pleine allure. On ne pensait pas du tout à ces affaires-là. Et puis, cette génération-là était non seulement ignorante, mais donc parfaitement à l'aise dans l'expansion, la croissance. Bon, et puis ça paraissait même quasiment naturel alors ça n'est pas naturel justement, l'homme étant l'animal le plus pollueur finalement du système. Croyez-vous vraiment qu'on peut être optimiste quand on voit qu'il faut vraiment virer le bateau en l'espace d'une génération? On n'a pas le temps, là, il est minuit 5. Bon, d'abord, je pense qu'on peut effectivement, on ne peut pas reprocher à ceux qui nous ont précédés de ne pas avoir pris conscience. L'écologie est un mouvement social quand même assez jeune d'un point de vue social. Ça fait à peine une quarantaine d'années qu'on a commencé à prendre conscience. Les premiers écrits, fin des années 60, début des années 70. Alors, d'abord. Ensuite, on voit que les gens de ma génération sont plus conscients que ne l'étaient les gens de la génération précédente. Et les jeunes et les très jeunes sont de plus en plus conscients. Alors, il y a au Québec un mouvement qui s'appelle les Écoles vertes Brundtland, les établissements verts Brundtland de Mme Brundtland, qui a piloté pour les Nations unies le livre, le projet sur le développement durable, Notre avenir à tous. De ces institutions-là, il y en a 1000 au Québec. Alors, on a à peu près 800-900 écoles où les jeunes font des projets de compostage, de recyclage, d'efficacité énergétique, de verdissement de cours d'école. Mes enfants l'ont fait dans leur cours d'école pas très loin d'ici. Ils sont très, très, très conscients. Ils sont et ils seront beaucoup mieux équipés que nous à la fois au niveau émotif, et au niveau intellectuel, beaucoup plus de connaissances pour faire face à ces défis-là. Mais vous avez raison, il faut transformer la société mondiale en l'espace de 35 ans, 35-40 ans. C'est un défi colossal, un défi que je pense nous avons la capacité de relever et on commence à avoir des signes de plus en plus évidents que le paquebot a commencé à tourner, mais c'est long. Oui, parce que je parlais des ingénieurs de l'après-guerre, mais aujourd'hui, ils sont dans des multinationales
qui continue. C'est sûr que dans la société civile, il y a des prises de conscience. Vous parliez tout à l'heure des écoles Brundtland, mais aussi, je lisais, bon, la ville de Hambourg qui vient de condamner tout achat de plastique contenant de bière et d'eau dans son personnel. Ça a l'air de rien, c'est la deuxième ville allemande, c'est important, mais ça n'empêche pas les transnationales de continuer à vouloir faire du pétrole, à vouloir salir nos sables bitumineux, enfin, etc. Qui, dans le rapport social, c'est sûr qu'il y a des militants, il y a des gens engagés, il y a des gens conscients, il y a de la connaissance. Est-ce que ça va suffire? Je pense que oui. Oui? Pour deux raisons. D'une part, on voit que la classe politique, un peu partout sur la planète, commence à prendre vraiment conscience de cette question-là et commence à passer à l'action. On n'a qu'à regarder le premier ministre Couillard sur Anticosti, qui a décidé que ce projet-là était tout à fait incompatible avec ce que l'on veut faire au Québec en matière de lutte au changement climatique, de protection du territoire, et qui, un peu contre vents et marées, maintient le cap. Dit non, c'est incompatible. Et une autre donnée très importante, et c'était fascinant de voir ça à Paris, par exemple, on a maintenant de grandes institutions financières qui, donc soit des fonds d'investissement, qui ont commencé à retirer leurs investissements du secteur pétrolier. Et c'est déjà des milliards, voire des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qu'on retire du secteur du pétrole, du charbon, et qu'on détourne vers les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des transports durables. Parce que c'est plus rentable? Parce qu'on prend conscience de la problématique climatique. OK. Alors, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, le Canadien Mark Carney, notre ancien gouverneur de notre Banque nationale, a fait un discours en septembre dernier à des gens à la Lloyds, grande institution britannique, pour dire aux gens de l'assurance, vous ne réalisez pas les risques financiers de continuer à investir dans le secteur du pétrole. Nous ne pourrons pas brûler les réserves de pétrole que les compagnies possèdent déjà. Ce qui est un actif pour ces entreprises-là va devenir un passif. Et là, tout à coup, le monde de la finance s'éveille à la fois à la réalité des changements climatiques, mais au fait que depuis 2013, mondialement, nous investissons plus dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles. Alors, nous avons commencé à prendre ce virage-là. La seule question pour moi qui demeure, est-ce que nous allons réussir à faire ça assez rapidement? Est-ce qu'on va... moi, je suis convaincu qu'on va prendre le virage. Et nous avons déjà commencé à le prendre, nous l'avons amorcé. Est-ce que nous allons le faire assez rapidement pour éviter qu'il y ait des changements climatiques catastrophiques? Est-ce qu'on va le faire assez rapidement pour éviter de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une planète très mal en point? C'est pour moi la grande question. Oui, une course contre la montre. Alors, merci beaucoup de cette introduction qui a quand même largement problématisé correctement l'enjeu de l'écologie et les perspectives du traité de Paris. Je vais maintenant aller chercher notre deuxième invitée, Véronique Gauthier, pour la deuxième partie de l'émission. Bonjour, Madame Gauthier. Bonjour, monsieur. Véronique Gauthier est ce qu'on appelle une retraitée active et citoyenne. Titulaire d'un doctorat en sciences sociales sur les fondements de l'éducation, elle poursuit ses recherches systémiques et développe avec conviction et talent ce qu'elle appelle un paradigme éco-socio-culturel. Elle va nous expliquer. Militante active à la REC, les retraités de l'enseignement du Québec, Véronique Gauthier est une femme engagée dans le développement communautaire et la militance écologique. Alors, bonjour d'abord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez entendu Stephen Guilbeault, qui a pris d'ailleurs votre place, si j'ose dire, derrière le plateau et qui vous écoutera attentivement. On le retrouvera tout à l'heure pour un essai de synthèse. Bon, la question qu'on se pose, c'est le sommet de Paris, effectivement, aboutit à un accord. Tout le monde avait l'air d'avoir bâti un consensus, même si c'était compliqué, comme le disait Stephen tout à l'heure.
Bon, mais on se pose la question quand même, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce que ça va être... bon. Alors, on va essayer d'aller dans cette direction-là. La première chose à dire, c'est, évidemment, ça dépend beaucoup des États, ça dépend beaucoup des leaders politiques, mais justement, c'est peut-être ça le problème, non? Moi, je pense que c'est vraiment un accord universel, historique. Peut-être qu'on verra plus dans la suite. Mais c'est un accord universel dans le sens que quand on pense que probablement que l'Arabie saoudite l'a accepté, puisque tout le monde qui était là l'a accepté. Alors, c'est pas peu de choses. Quand on pense à, à leur intégrisme à tout point de vue. Justement. Et je dirais que l'enjeu majeur, qui était vraiment le réchauffement, de réduire le réchauffement. Et moi, je suis contente d'avoir entendu que M. Guilbeault a beaucoup travaillé pour qu'on obtienne 2 degrés en dessous, même 1,5 degré. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant ce qui s'est fait à Paris. C'est ça. Ceci dit, tout ça, c'était des mots. Tout ça, c'est du papier. Tout ça, ça fait bien plaisir aux médias. Ça me fait penser à Embrassons-nous Folleville quand on a enlevé les droits de la noblesse, les privilèges de la noblesse en 89. Bon, mais maintenant, il faut que ça se concrétise. Et la suite, là, c'est la grande question. Oui. Et comment arriver à faire que les États vont se contraindre eux-mêmes à ce qu'ils sont obligés de faire normalement, mais ils nous ont prouvé dans le passé que c'était souvent une grande indifférence. Hein? Je pense que si on ne regardait que ce qui a été signé, on dirait que c'est trop peu. Mais qu'est-ce qui a été confié au gouvernement? On leur demande d'établir leurs cibles. Je pense que c'est là qu'on va voir qu'il y a une urgence d'agir. Et il va falloir qu'à côté de leur cible, comme vous dites, ce ne soit pas seulement un objectif, mais qu'il y a des moyens, et des moyens contraignants. On a parlé on a dit souvent le mot contraignant. Bien là, je pense qu'il faut mettre le mot contraignant. Et moi, je parle tout de suite de la société civile, parce que ce que vont faire les gouvernements, les cibles qu'ils vont établir, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours là pour questionner, pour dire, s'assurer que ce qu'ils ont dit, ça va se faire. OK, donc on n'a pas besoin de gendarmes, on a besoin surtout de citoyens en état de veille. Qui ont décidé d'agir. OK, c'est ça. Alors, ce que vous appelez la société civile, j'aimerais qu'on explique ça un petit peu à ceux et celles qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire, la société civile? C'est ça la contrainte, la vraie contrainte. Hein? Oui. Ce qui est contraignant, finalement, il arrive à nous. La société civile, c'est nous. Bon. Et c'est nous de tous âges, on ne fait pas de... Il faudra qu'on soit probablement très bien informés, d'abord, et, je répète, poser des questions. S'assurer qu'on a établi des cibles, mais que ce n'est pas juste des objectifs qui, après un certain temps, vont s'en aller comme ça. Oui, parce que toujours ça fait penser à, quand on a des conférences internationales, vous savez, pour régler les problèmes après le tsunami, pour régler les problèmes d'après-guerre dans telle ou telle zone du monde, on voit les États arriver puis lâcher verbalement une coupe de milliards et davantage, et puis après, quand on va dans la réalité, c'est très, très différent. Vous m'avez posé une question, je continue, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que c'est? Moi, je dis, il ne faudra pas se gêner, il y a des choses à changer. Nos sociétés ont des choses à changer. Et puis, si on fait des débats démocratiques, pas seulement faire des sorties, des débats, quand il y a un problème qui nous tombe dessus, des débats régulièrement, qui viennent des citoyens, qui montrent au gouvernement que nous, on est décidés. Et s'il y a des choses, il y en a des choses à changer, d'ici, il y en a. Qu'on le fasse valoir. Qu'on le fasse valoir. Moi, je proposais aujourd'hui, je l'ai dit, parce que j'aime parler d'écologie, mais non seulement j'aime l'écologie, mais l'écologie, pour moi, c'est une cause. C'est une science d'abord,
c'est une cause, je veux qu'elle devienne un paradigme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un paradigme alternatif. Oui, ah ben, expliquez-nous ce que ça mange l'hiver, mais le printemps aussi d'ailleurs. Un paradigme, c'est un modèle de société parce que tout paradigme donne une certaine vision du monde. Cette vision du monde-là, on l'a vu, qu'est-ce qu'elle a donné dans, M. Guilbeault l'a bien expliqué, le paradigme qu'on a présentement, qu'on appelle surtout industriel, bon, technologique. Il y a une certaine vision là-dedans. Moi, c'est une vision linéaire. Quelqu'un dit, j'entends souvent, on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est sûr qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, c'est comme si on était sur une ligne, mais que la ligne ne finit jamais. Si je propose l'écologie, qui est un modèle écosystémique, c'est parce que on regarde comme la nature regarde, comme la nature nous regarde ou regarde, et fonctionne en tout cas. Elle fonctionne comme ça, par cycle, toujours comme ça. Donc, on revient à revoir ce qu'on a fait et à le reprendre, comme les agriculteurs faisaient avec les 4 saisons. C'est le modèle cyclique le plus intéressant à développer avec ceux qui commencent en écologie, parce que on arrivait le printemps, on disait c'est les semailles, on savait que l'été on allait travailler, on regardait toujours un peu en arrière ce qu'on avait fait, on allait à l'automne, à l'hiver. On savait à l'hiver qu'on allait recommencer au printemps. Alors, on faisait vraiment comme la nature le fait. Un recyclage, en quelque sorte, avant la lettre. Voilà. On s'arrête pour réfléchir. Voilà. La première chose pour vraiment réussir un paradigme, c'est la culture, le savoir, l'éducation. Justement, pour donner des notions d'écologie, faire comprendre comment la nature procède. Quelles sont les lois de la nature? Elle en a des lois, on ne s'en est pas occupé. On disait, il parlait tout à l'heure de l'activité humaine. Les scientifiques nous ont bien dit qu'à 95 % on était responsable du réchauffement, de l'accélération du réchauffement. Oui, c'est pas dû aux animaux, au soleil ou à je sais pas quoi, c'est Pour vraiment moi, nous. Oui. 95 % là, qu'on a fait ça, c'est le reflet de notre paradigme dans lequel on vit. Il faut le changer. Quand je parle de changement, moi, c'est aussi, c'est ça. Alors, ce 95 % c'est à changer. Prendre conscience non seulement des dégâts, mais que c'est nous les auteurs des dégâts. C'est ça. Ceci dit, je vais vous taquiner un peu. J'ai l'impression que, c'est pas que je sois fondamentalement pessimiste, hein, mais c'est pour notre débat. J'ai l'impression d'un train qui roule comme le TGV, vous savez, à 300 km/h, et puis que les gens conscients, les militants, enfin toute la mouvance écologique arrive et installe un feu rouge. Ils installent un feu rouge. Le train va arriver, il est à 300 km de là, et ça y est, il y a la lumière rouge. Est-ce que le train va s'arrêter? Comprenez? On a l'impression que, trop tard. Oui, je comprends très bien. C'est nous qui allons l'arrêter. Oui? OK. C'est nous le feu rouge. OK, d'accord. Je suis convaincue. Bien sûr, il faut... Quand on donne, là, je parlais des cibles là, tout à l'heure, il faut que les cibles elles soient non seulement contraignantes, mobilisantes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui, à un moment donné, une prise de conscience. Si l'autre paradigme s'est fait si rapidement, si on est devenu industriel, technologique, si on a fait de la production, qu'on en est rendu à une société de consommation et finalement une société de division, on est de 20 % qui mangent la moitié des ressources, alors c'est plus qu'une société de consommation, c'est une société de division, eh bien le feu rouge, il faut qu'il soit quelque part, moi je pense que c'est nous. Là, vous savez, la ligne droite, là, le chemin, là, il doit s'arrêter, là. On doit dire on fonctionne d'une autre façon. OK. Donc, oui. Mais c'est pas parce que vous êtes optimiste. Je suis une convaincue, je pense, et moi, j'ai beaucoup d'espoir. D'ailleurs, c'est dans mon adresse, je l'ai dû remarquer. Oui, tout à fait. Voilà, donnez-nous un exemple de la façon d'arrêter le feu rouge. Par exemple,
j'ai mes 3 bacs, j'arrive à m'en sortir assez facilement et je constate en tant que citoyen, tout simplement, habitant dans une rue à la Petite Patrie, que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on m'avait dit à l'origine. Ça, c'est très important. C'est comme arrêter de fumer, c'est beaucoup plus facile et j'en veux à ceux qui me disent « Oh, comme ça va être dur ». Bon. On fait ces petits gestes-là, mais si la multinationale d'à côté sort encore des sables bitumineux d'Alberta, pensons à notre pipeline. Comment on va arrêter ce pipeline qui risque de mettre en danger carrément notre approvisionnement en eau, enfin, tout le système écologique au sens large du mot. Comment on va faire concrètement? Moi, je pense qu'il faut être convaincu, il faut se mobiliser, mais il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut commencer par dire que ce qu'on a commencé à faire en écologie, bien, c'est une loi de la nature. La nature a toujours recyclé, elle a toujours composté. Les gens appelaient ça le fumier dans le temps, hein, les agriculteurs. Et puis, on commence, on dirait, à découvrir d'autres comportements qui vont dans le sens de la nature. Et c'est ça l'écologie, finalement, cette science et qui devienne une culture qui lentement s'installe. Bien, je dirais que l'écologie, elle est aussi le feu rouge, là. Bon, mais il faut d'abord encourager les gens petit à petit dans ces comportements. C'est comme on pourra en venir à parler aux énergies. Bien, ça va vite, les énergies. On ne veut plus d'énergie fossile, mais l'éolien, le solaire, la biomasse, je connais des endroits où on pratique, justement, on fait des expériences et ça marche, d'arriver à de la chaleur en commençant par la biomasse. Alors, c'est ça, il faut vraiment partir de ce qui se fait et qui va dans le sens de la nature. Je pense que les personnes, comme les groupes écologistes, on en a beaucoup au Québec, puis très engagés, et des individus, des mentors comme M. Guilbeault, sont capables, à un moment donné, de trouver le moyen, parce qu'on est vraiment bien parti, je pense, de continuer, mais on est dans l'urgence d'agir. Hein? Alors, je pense que l'urgence d'agir, moi, ça me revient toujours. Si on prend trop de temps, bien, il est trop tard. Mais moi, j'ai l'espoir qu'on va y arriver en se mobilisant, en faisant des débats, non pas des débats juste quand il arrive une petite chose, là, qu'on n'est pas content du gouvernement. Non. On prend un thème, on prend un enjeu. On a travaillé un enjeu là, quand on a signé, hein? Mais les enjeux de survie, comment est-ce qu'il y en a qui sont rattachés à l'enjeu majeur qui est le réchauffement? Bien, nos enjeux de survie, là, il va falloir les accrocher à ça et en parler. Et c'est là que je dis des débats démocratiques, des débats citoyens, où les gens sortent de là en disant ou en pensant « j'ai pris conscience d'un enjeu qui est accroché au réchauffement. C'est vrai. Pensez aux réfugiés, pensons à la nature. Il y en a dit un mot tout à l'heure. Tout ce qui s'en va dans la nature, là, la biodiversité, moi j'en parle beaucoup présentement parce que je travaille à ça, eh bien, c'est à conserver, à conserver et à augmenter. C'est une question de conscience d'abord. Conscience. Connaissance, conscience. Oui. OK. Quand je dis conscience, moi, donc, maintenant on emploie le mot intelligent, ça me fait rire, dans le numérique. Ah là, les objets deviennent intelligents. Oui. Alors, je me pose cette question, puis j'en parle avec des personnes. Je dis, mais quand est-ce qu'on va parler de notre intelligence à nous, de ce qu'on a fait et de ce qu'on est capable de faire? Et si on met notre intelligence ensemble? Moi, je lis un auteur que j'aime beaucoup qui parle de notre intelligence collective. On la met pas assez ensemble. D'ailleurs, le paradigme dans lequel on est, on l'a souvent taxé d'individualiste. Hein? Chacun, comme les compagnies, puis des individus aussi, poursuit son profit. Bon, surtout. Mais si on se met ensemble, puis qu'on ne parle pas d'argent, là, on dit, il y a des enjeux, ils sont là, dans la nature, on les nomme, on les cherche,
et puis les gens prennent conscience, et là, l'intelligence collective va se mettre à travailler. Vous qui avez été dans l'éducation, il nous reste quelques instants avant de passer à la synthèse tantôt. Si je comprends bien sûr, il faut développer les recherches, les connaissances, etc., mais c'est avant tout une démarche éducative. Oui. C'est pas... Oui. Les gens qui sont en sciences de la gestion, il faut qu'ils aient eux aussi une conscience écologique, même si ils ne prennent pas de cours d'écologie. Il va falloir que ça pénètre l'ensemble de la société Mais pour civile. développer la conscience, il faut quand même qu'il y ait une certaine culture qui se soit installée. Quand on apprend à l'école, ça reste, on dit toujours, toute la vie. Alors, il faudrait beaucoup plus de programmes scolaires. Il n'y en a pas, à peu près pas, qui portent sur l'écologie. Ça devrait être avec les jeunes. Il y en a plus tard dans les universités, mais ce n'est pas la même chose. Oui, vous avez raison, parce que c'est pas juste savoir. Développer la conscience, c'est développer d'autres intérêts, des intérêts pour le changement en écologie, développer d'autres valeurs et d'autres façons de faire. Et c'est là que je dis, les façons de faire, il y en a plusieurs qui sont commencées, mais on dirait qu'on n'a pas pris conscience que c'était ça, le fonctionnement de la nature. On s'en vient tranquillement à voir qu'on ne fonctionne plus sur une ligne, mais qu'on fonctionne en réfléchissant sur des enjeux. Merci beaucoup, Madame Gauthier, Véronique Gauthier. Je vais me diriger avec vous vers la table pour la synthèse finale en compagnie de Stephen Guilbeault. Merci beaucoup. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Alors, nous voilà de nouveau réunis pour une synthèse. Stephen Guilbeault vous écoutait attentivement tantôt, je l'avais dans la mire, comme on dit. On va essayer de fournir à nos auditeurs des chemins concrets de réflexion. J'ai envie de commencer sur un thème qui m'est très cher. Vous avez parlé de culture, vous avez parlé de changement de façon de faire, de conscience, mais il se trouve que, comme on dit, vous connaissez la citation, tous les hommes sont égaux, le malheur c'est qu'il y en a qui sont un peu plus égaux que les autres. Au festin de la terre, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger les miettes qui tombent de la table et il y en a qui se goinfrent et qui mangent 20 fois par jour, si j'ose dire. Il y a une obésité. Bon, il y a donc des inégalités. Ça pourrait commencer par là. Il y a un rapport entre les inégalités et Stephen, comment vous réagissez? Vous avez raison. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de solutions intéressantes. Par exemple, on parlait de Paris tout à l'heure. Cette entente-là est devenue beaucoup au fil des années une question, oui, d'écologie, mais une question aussi de rapport nord-sud, de rapport sud-sud également. Et il faut voir à quel point toute la question de l'aide au développement, de l'adaptation pour les pays en voie de développement, alors que ces gens-là n'ont à peu près pas, pour la plupart, contribué au problème, mais qu'ils subissent de plein fouet les impacts. Alors qu'ils sont aux prises avec des problèmes sociaux, sanitaires, dans certains cas de guerre civile. Alors, la lutte pour les changements climatiques, c'est devenu aussi une lutte pour créer un monde plus égalitaire. Et on le voit aussi avec des choses comme le commerce équitable qui prend de plus en plus de place. Avant, il y avait quelques endroits, quand nous, on a commencé à travailler là-dessus à Équiterre, là, moi, je me souviens, il y avait un café à Ottawa qui vendait du café équitable, alors que là, maintenant, on va à l'Assemblée nationale, à Québec, le café qui est servi à l'Assemblée nationale est du café équitable. Alors, c'est pas encore dominant, mais on peut retrouver ce genre de produit-là un peu partout. Ça prend de plus en plus d'importance et je pense que c'est grâce à la conscientisation et à ce changement de paradigme-là dont Mme Gauthier parlait tout à l'heure
où on se dit, bien, l'économie, c'est bien beau, mais pourquoi au juste? Alors, est-ce qu'on n'a pas, nous, un rôle à jouer en tant que, oui, consommateurs, citoyens, citoyennes, pour changer les choses également et amener nos dirigeants, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des dirigeants politiques, à changer les choses également? L'un des problèmes qui se pose, c'est si j'ai pas mangé pendant des générations, si j'ai même pas eu de quoi, et que c'est de la faute, entre autres, ou de la colonisation, ou de la guerre, etc. Et maintenant, on me dit qu'il faut en plus que je me serre la ceinture. Je comprends que ça me mette en colère, non? Ben, j'espère que non. Mais ce qui est assez frappant, c'est que quand on a parlé du développement des pays là, en voie de développement, on a laissé un volontariat pour les aider. Là, il n'y a pas de contrainte du tout, là. Les pays riches, là, ils sont libres de les aider ou pas. Moi, il me semble que ça aurait été bien d'être... Parce qu'on a beaucoup parlé de développement durable, là. On a mis un peu n'importe quoi là-dessus, là. Justement, Joël de René lui dit qu'on aurait dû mettre du développement régulé. Et parce que ça parle plus. Durable, il y en a qui ont compris que c'était à partir de ce qu'on a, là, de ce qu'on fait, qu'il n'y a pas de bon sens, qu'on va rendre ça durable. On ne changera pas. Alors, l'Institut du développement durable national, en tout cas, moi, je ne connaissais pas cet institut-là, mais j'ai lu là-dessus il n'y a pas longtemps, dit bien qu'il rattache au développement humain, parce que ça, c'est le développement humain, de s'occuper de ces gens-là. Durable, on dirait que ça n'a pas touché tellement. Le développement humain, qu'il y a un danger pour les écosystèmes. Et j'ai relu Mme Brundtland et elle dit un peu la même chose, que relié à l'environnement, et si on ne s'occupe pas des pauvres, il y a un danger et pour les écosystèmes. Là, je cherche des explications plus grandes à ça, mais je crois que c'est vrai. Parce qu'un jour, eux, là, ils vont vouloir avoir leur part. Le développement humain, il faut s'en occuper. C'est un enjeu vraiment là, aussi fort que ce que vous venez de dire, là, que l'enjeu climatique. Et il y a quand même des bonnes nouvelles quand on regarde, par exemple, les objectifs du millénaire, donc sur la réduction de la mortalité, l'éducation. Dans à peu près tous les pays en voie de développement, le niveau de scolarité a augmenté, le taux de mortalité a diminué. Alors, nous sommes capables, et à Paris d'ailleurs, les pays dits riches, donc les pays développés, se sont engagés à fournir d'ici 2020 100 milliards de dollars par année. Et là, bon, ce n'est pas seulement de l'argent public, là, on va mettre le secteur privé à contribution, les banques de développement, mais 100 milliards de dollars par année pour aider les pays en voie de développement à s'adapter aux impacts des changements climatiques et à se développer sans reproduire notre modèle de développement très polluant. Les gens pourraient dire 100 milliards de dollars, mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Écoutez, c'est une fraction du budget militaire annuel, une petite fraction. Ça veut dire que c'est un engagement, ça, là. Oui, c'est un engagement qui est dans l'accord de Paris, bon, qui n'est pas très, très bien défini. Il aurait été possible de mieux le définir dans l'accord de Paris, mais c'est là. Et 100 milliards de dollars, c'est un 1/7 de ce qu'on a donné aux voleurs de Wall Street en 2008 qui ont causé la crise financière. Alors, ça peut paraître pour vous et moi comme beaucoup, mais à l'échelle mondiale, c'est pas tant que ça. Et c'est un engagement que nous avons pris, nous, du Nord essentiellement, envers les gens du Sud. Je voudrais qu'on parle un peu de stratégie. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que les fonds d'investissement maintenant commençaient à réorienter vers, disons, les investissements, comme on dit, responsables, ou vers le vert. Autrement dit, la stratégie, c'est pas une stratégie de... Enfin, j'ai cru comprendre ça à travers l'action d'Équiterre et la vôtre, que la vôtre aussi d'ailleurs, qu'il ne s'agissait pas de s'opposer. Le capitalisme étant, c'est la guerre et puis c'est lui qui est responsable de tout. Il faut mais plutôt une stratégie gagnant-gagnant. C'est ça que j'ai compris. Ben, je pense qu'inévitablement, on va finir par conclure que de penser qu'on peut toujours accumuler plus dans une planète où les ressources sont finies, c'est cinglé. Ça mène nulle part.
Mais est-ce qu'il est possible, dans le cadre du système que nous avons présentement, de faire mieux à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue environnemental, écologique? Je pense que oui. Et plus nous allons avancer là-dedans, plus on va démocratiser les choses. Par exemple, on se dirige vers un système de production énergétique qui sera de plus en plus décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 15 ans, dans 20 ans, il n'y a plus un édifice qui va se construire, il n'y a plus une maison qui va se construire où on ne produira pas une partie de l'énergie. Nous le faisons à quelques kilomètres d'ici avec la Maison du développement durable, Équiterre et ses partenaires. On a utilisé notre système de chauffage. Tellement l'édifice est efficace, on a utilisé notre système de chauffage au cours des 4 dernières années à peu près 14 ou 15 semaines, malgré les hivers qu'on a connus. Et plus on va faire ça, plus nous allons devenir nous-mêmes petites productrices et petits producteurs, autoproducteurs d'énergie, plus on va prendre conscience, on va prendre ces outils-là, alors qu'avant, c'était des grandes sociétés qui s'occupaient de ça, c'était les autres, c'était les gouvernements, alors que là, on va, en prenant ces outils-là entre nos mains, bien, tout à coup, ça va devenir de plus en plus démocratique et je pense de plus en plus égalitaire. Qu'en pensez-vous? Ah bien oui, c'est là que doit aller la démocratie participative. Je disais, là, on ne se met pas juste dans la rue là, parce que le gouvernement là, a telle chose. Non, là, on se met ensemble pour décider de choses. Et ça va passer par la démocratie, par les gens qui vont faire des choses sans passer par les multinationales là, qu'on a toujours au-dessus de nous. Je suis tout à fait d'accord avec ça. OK. Mais c'est comme si, moi, j'ai une déformation de sociologue, et ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est la structure société qui a fait vraiment du mauvais boulot, en quelque sorte, qui s'est orientée vers l'industrialisation, la croissance, enfin bon, on n'a pas besoin d'insister là-dessus. Et vous revenez, et puis vous venez de donner un exemple aussi au niveau de la production d'énergie, vers le voisinage, la collectivité, les communautés, alors que il fallait dépasser le stade du village, de la communauté. Ben là, l'image revient comme étant voilà le territoire sur lequel on devrait prendre des initiatives, donner des priorités. C'est beaucoup plus important que la société avec l'État, des espèces de léviathans qui sont là et qui nous bouffent nos énergies, bon, on pourrait continuer comme ça longtemps, je ne veux pas faire de pathos, mais d'un air de dire que finalement, je ne sais pas qui a dit en France, qui a inventé l'expression du glocal. Vous allez peut-être me le dire. Bien, penser globalement, agir localement. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est tout à fait ça. OK, c'est ça. Les gouvernements vont avoir encore leur rôle à jouer. Parfois, les gens me disent, oui, mais à l'ONU, on ne fait rien. C'est vrai. Je veux dire, l'entente de Paris, on est à 20 000 pieds d'altitude. Comment est-ce qu'on va incarner ça? Bien, c'est dans nos communautés, c'est en mieux planifiant l'aménagement de nos territoires, en réduisant les besoins d'utilisation de l'auto. Et nos jeunes commencent, ma fille a 17 ans et elle refuse catégoriquement de prendre son permis de conduire. Elle ne peut pas comprendre à quoi ça pourrait servir un permis de conduire. C'est une urbaine et elle n'est pas la seule. Par rapport à quand moi j'avais son âge, il y a à peu près 30% de moins de jeunes qui le font aujourd'hui. Alors que pour moi, à 16 ans, c'était un rite de passage. On ne se posait pas de questions. Comme la cigarette. Comme la cigarette, exact, à une autre époque. Oui. Alors, si on n'a pas de permis de conduire, les chances qu'on s'achète une voiture plus tard sont quand même minces. Ce qui fait... Les compagnies d'automobiles sont un peu catastrophées devant ce phénomène-là, mais le virage, la transformation, elle s'amorce. Et c'est vraiment au niveau de la communauté, de la collectivité, que je pense que ça va s'incarner beaucoup. Oui, il faut avoir confiance aux jeunes. Oui, OK. OK, donc le voisinage, c'est les solidarités de voisinage, alors que, par exemple, je demande souvent à mes étudiants, connaissez-vous le nom de votre voisin? Ah non, je ne sais même pas comment ils s'appellent. Le voisinage va revenir. Oui, c'est ça. C'est ça, il y avait un retour. Vous parliez de GLO, d'avoir regardé le mot pour global. C'est qu'on est obligé. Écoutez, on appartient tous à la même planète. Et cette planète-là, dans de plus petits coins dont on vient, moi je viens du Bas-Saint-Laurent, c'est pas grand, c'est d'où je viens,
bien, notre territoire, à nous, on parle en termes de territoire plus petit maintenant, mais il faut toujours le situer qu'on est dans la même planète. Si un territoire qui fait du gaspillage, que les écosystèmes, on brise quelque chose de la planète. Et ça, cette prise de conscience-là, les jeunes sont vraiment capables de la prendre plus rapidement que nous l'avons. Oui. Oui. J'aime ça, ce que vous dites de votre fille, ça ne me surprend pas. Oui. D'ailleurs, j'ai fait allusion à la ville de Hambourg, je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est pas seulement contre le plastique, mais la ville de Hambourg a remplacé, en tout cas c'est dans le communiqué, les voitures de fonction par des vélos de fonction et des bons de transport en commun. Je trouve que là, ça commence vraiment à s'incarner dans les fêtes et dans les usages. Bon, ceci étant dit, c'est une lutte. C'est pas, autrement dit, c'est pas juste François qui va régler les problèmes, le pape, là. Hein, quoique son encyclique c'est merveilleux. C'était extraordinaire. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais vous avez raison, Il dit des choses que j'ai écrites là-dedans, je vous dis, là, j'en revenais pas. J'ai dit, ah mon Dieu, il est vraiment renseigné, il va dans les détails. Hein. Oui, mais les bonnes intentions ne vont pas suffire. Non, je dirais que c'est encore une lutte. Je pense qu'avant, c'était seulement une lutte. Alors que maintenant, on est capable de travailler de plus en plus à construire plutôt que seulement à s'opposer. Quand j'ai commencé à parler de changement climatique, début des années 90, souvent on me traitait de melon d'eau. Alors j'étais vert à l'extérieur, mais j'étais rouge à l'intérieur. J'étais un communiste déguisé. Moi, je voulais m'attaquer à l'économie de marché. Et c'est d'ailleurs ce que déjà écrit l'ancien premier ministre Stephen Harper, hein, que le protocole de Kyoto, c'était un vaste complot socialiste. De façon générale, on n'est plus là. On peut collaborer avec nos gouvernements municipaux, provinciaux, le fédéral maintenant. On n'est pas toujours d'accord, mais il y a un espace, il y a un dialogue et il y a une recherche collective de solutions. Mais sur des projets, vous avez parlé de pipeline plus tôt, ben oui, il y a encore des aberrations et il y a encore des vieux réflexes auxquels il faut s'opposer, mais il faut aussi, vous avez raison, Mme Gauthier, il faut aussi être capable de construire. Le mouvement collectif citoyen ne peut pas seulement être là pour s'opposer, il faut être capable de dire oui. Changer des choses lentement, oui. Et collectivement, le plus possible. Ça, c'est certain. Ben, merci beaucoup. Je trouve que on a fait un beau cadeau à tous ceux et celles qui nous écoutent. La tradition de l'émission veut que je sorte de ma bibliothèque des livres, même si je n'ai pas lu les dernières productions universitaires ou si les éditeurs ne m'ont pas... Il y a des livres qui sont bons longtemps. Bon, on peut les relire. Alors, on va reprendre des choses intéressantes. Albert Jacquard, voici le temps du monde fini. Je l'avais blagué, lui, parce que j'avais partagé un siège sur Air Transat entre Montréal et Paris et je lui avais dit qu'attention, il polluait drôlement l'air avec tous ces allers-retours entre Montréal et Paris. Voici le temps du monde fini à la collection Point. Un classique, écologie et politique, André Gorz, qui est vraiment un type qui a ouvert la conscience écologique, en tout cas en France, les alternatives. Si aujourd'hui il y a des partis écologiques en France et des militants, ils le doivent notamment à lui. Écologie et politique, d'ailleurs tout ce que tu as écrit, André Gorz, est très intéressant. Joël de René, c'est un vulgarisateur extraordinaire, un éducateur extraordinaire. Les origines de la vie, de l'atome à la cellule, parce que j'ai pensé que la vie, on n'avait pas tellement le temps de se prononcer sur ce concept-là, mais il fallait en parler. À propos de vie, Edgar Morin, La vie de la vie, vous savez qu'il a publié une énorme brique qui s'appelle La méthode en 6 ou 7 tomes. Maintenant, je l'ai suivi avec patience jusqu'au bout, et notamment La vie de la vie. Et c'est intéressant parce que ça aide à raisonner, non pas dialectiquement au sens opposé du mot, la synthèse des contraires, mais de façon circulaire et systémique. Et je pense que c'est très intéressant. Edgar Morin, c'est un grand. Oui, un grand retraité aussi, qui n'a jamais pris sa retraite. Puis il est écologiste. C'est ça. Énergie renouvelable, mythe et obstacle.
là c'est fou, hein, ça doit être un universitaire qui a fait le titre, parce que de la réhabilitation de l'hydroélectricité au développement énergique durable, aïe aïe, j'ai peur. C'est Monsieur une Lefebvre. préface oui. de Pierre Dansereau quand même. Ah oui, Pierre Dansereau. Édition Multimonde. C'est intéressant par rapport aux énergies renouvelables. Puis alors, évidemment, Véronique, écoutez, il faut que je vous mette quand même à l'honneur. Hein? Les sociétés humaines à l'âge de l'écologie. Elle l'avait voulu? Non. Bon, on va lui donner, bien sûr. Vous avez fait là un point. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai progressé dans ma réflexion, puis surtout dans mes engagements concrets et quotidiens. Et puis, j'ai découvert que vous aviez des talents poétiques. L'AREC, les retraités de l'enseignement, ont fêté leur 25e anniversaire sur l'île de Montréal avec une revue spéciale. J'ai écrit sur la Terre et sur le Saint-Laurent. Voilà, l'environnement et la vie. Et il y a 2 de vos poèmes là-dedans. C'est des poèmes et des illustrations en même temps. Tout un travail. Puis très beau d'ailleurs. Je ne suis pas étonné. Ma femme est artiste. C'était dans sa bibliothèque. Vous voyez. Alors, alors, merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés toute cette heure. Je vous rappelle que nous allons nous retrouver maintenant sur la toile pour 10 minutes complémentaires sur les solutions pratiques et collectives en particulier par rapport aux enjeux de l'écologie.